La preuve, élément matériel qui démontre, établit, prouve la vérité ou la réalité d'une situation de fait ou de droit. Être ou chose qui, par leur existence même, témoignent de la réalité de quelque chose. Nous sommes aux environs d'Aravilliers, dans le Val d'Oise, en plein Vexin français. C'est à travers bois qu'on peut déboucher sur ce parking, où un gigantesque engin serait apparu il y a près de 25 ans. Cette vidéo reprend des éléments de l'enquête menée par Gérard Deforge sur ce cas, avec son autorisation, et nous l'en remercions. Au petit matin du samedi 10 janvier 1998, un groupe d'amis chasseurs se rendent pour une partie de chasse au hameau du Ruel, proche d'Aravilliers, commune du Vexin français. Vers 7 heures, c'est une nuit étoilée au-dessus du parking de la guibarderie du Ruel, lieu de rendez-vous des chasseurs. À proximité du parking, nous avons 2 maisons d'habitation. En face, il existe un bâtiment considéré comme le pavillon de chasse. C'est dans ce laps de temps que le garde-chasse aurait entendu un bruit pareil à un énorme quadri-réacteur, semblable à un 747 volant très bas. Ensuite, il aurait aperçu un autre objet arrondi fortement éclairé de 3 couleurs. Vers 7h15, un des chasseurs, M. K, arrive seul à bord de sa Mercedes 300 turbo diesel blanche. Il se gare et attend ses compagnons de chasse. 5 minutes plus tard, blotti dans sa voiture, vitre gauche abaissée, il entend un bruissement d'air. Au-dessus de lui, une ombre arrondie et massive le survole. Son véhicule est illuminé par une pluie de lumière verte, jaune et rouge. Sous la masse sombre, il décrira un vrai arbre de Noël. Quant à l'objet, il avance à la vitesse d'une personne au pas tranquille. Le dessous de l'engin se compose d'une partie centrale octogonale dotée d'une zone creuse et circulaire d'environ 6 mètres, selon un autre témoin, M. D. Vers 7h30, ses camarades de chasse arrivent à l'entrée du Ruel par la CD 188 dans 2 voitures. En tête, la Peugeot 306 de M. D, retraité et ancien cadre technique de l'aéronautique, accompagné de 3 autres personnes. Ils sont suivis par une Citroën Xantia, conduite par un autre chasseur accompagné de son chien. C'est ici, à l'entrée du hameau, que le phénomène apparaît. M. D décrit ainsi l'objet dans le rapport de Gérard Deforge. Aucun bruit. L'engin a une masse de plusieurs tonnes et il est littéralement au parking. Il en fera une estimation de 45 mètres de diamètre, volant à une dizaine de mètres du sol et doté de rampes d'éclairage d'environ 5 mètres sur 3, avec des lumières vertes, jaunes et rouges. Sans l'expliquer, M. D va décrire un état de conscience anesthésié, voire vidé. Les 4 occupants auraient repris conscience sur le parking sans se souvenir du trajet. L'objet, lui, a totalement disparu. M. D va parler de temps manquant de 3 minutes. M. K, l'occupant de la Mercedes 300 TD, aurait vu les voitures de ses compagnons se matérialiser devant lui, telle une téléportation à la Star Trek. C'est lui qui leur aurait confirmé la survenue du phénomène. Si les témoins messieurs D et K parlent d'un objet massif et éclairé, l'occupant de la Xantia, ancien directeur dans le BTP,
aurait vu les mêmes lumières, mais aurait assimilé le phénomène à un gros nuage noir, selon le rapport de Gérard Deforges. Mais la curiosité de cette affaire ne s'arrête pas là. Après un tel événement, les 6 compagnons rejoignent 25 autres personnes pour leur partie de chasse. Personne ne parle du phénomène durant la journée. Quelques semaines plus tard, M. D contacte l'association Banque OVNI. L'après-midi du 5 mars 1998, il rencontre l'enquêteur Gérard Deforges pour la première fois. Ils se reverront plusieurs fois, notamment le 13 mai, avec le rédacteur en chef adjoint de la Gazette du Val d'Oise. Une copie de l'article a été demandée par mail, mais la requête est restée sans suite. Le 21 mai, M. D revient sur ses 3 minutes manquantes et raconte à Gérard Deforges son enlèvement. Écoutons son témoignage recueilli par Marie-Thérèse de Brosse, Jean-Claude Venturini et Jean-Luc Rivera. Je me suis vu rentrer dans ce fameux grand trou qui s'est ouvert, comme une lentille d'appareil photo, là. Ouais. Et je me suis fait réflexion en premier, en voyant ces trous, il y en avait 8, là, d'1 mètre de diamètre environ. Hein. Ben, je dis, non, ça a drôlement chauffé, c'était blanc, après blanc un peu plus foncé, et puis on s'est éloigné des trous. Vous passez ça, et ensuite vous vous retrouvez sur la table, avec une espèce de... Alors attendez, sur la table, et autour de vous, vous avez bien j'ai vu que le plafond. Et puis le hublot là tenait grand comme le code là, enfin le code, le panneau, qui était là un peu plus près, peut-être légèrement incliné comme ça vers l'intérieur. Et le robot, là à coup sûr je peux dire que c'était un robot. Et qui avait c'est celui qui avait les dents? Non. Oui, c'est celui-là, je peux vous faire voir. Il y avait 2 rondelles en plexi là, et il n'y avait rien derrière, le casque un peu rond de tous les côtés, tout droit. Et je n'ai pas vu en dessous, puisque... Mais son torse, il y avait que ça qui dépensait de la table, pratiquement. Il avait un vêtement de couleur ou... Je ne sais pas, j'ai pas vu plus bas. Il avait à haut, hein. Le casque était haut comme ça, à peu près. Donc c'était la table à 80, 80 et 30-35, et ben ça fait 1m15, 1m20, un truc. Mais en robot, hein. La dernière fois où je me suis réveillé, j'avais plus du hublot, mais j'en avais un à côté de moi. J'ai commencé par les pieds, je dis putain, bon Dieu, merde, qu'est-ce que c'est que ça? Et 3 gros doigts comme ça, pour les pieds, comme les autruches, les émeux, là je sais qu'il y en a qui ont 3, rien derrière, mais on voyait que ça, parce qu'après l'uniforme, légèrement fuseau, partait et tout de suite au-dessus. Il y avait une pliure du joug qui était à l'envers de nous. Mais comme les oiseaux. Pas comme ça. Hein. Oui, d'accord. Ouais. Les joues à l'envers comme les oiseaux. Je l'ai bien vu parce que moi j'étais comme ça, j'ai commencé. C'est quoi ça? Donc j'ai remonté au fur et à mesure. Après le genou. Ouais, merde. Après je suis remonté. Les mains, il n'y a rien qui m'a choqué. J'ai continué, alors c'était long, hein, parce que à mon avis, c'était 2m10, 2m15, enfin, il y en avait pour un moment à monter. Après les épaules, alors c'était comme ça. Et puis pour finir, pompon, la tête d'aigle, mais l'aigle plus que royal, hein, tête d'empereur. De temps en temps, vous regardez la science-fiction avec vos petits-enfants à la télé ou des choses comme ça. Parce que je me souviens quand j'avais vu le dessin de la tête quand c'était vu, ça m'avait rappelé Stargate, le feuilleton Stargate. Il y avait le film Stargate où à un moment ce sont ils voient sur l'autre planète, ce sont des soldats qui ont des masques d'anciens dieux égyptiens. Dans l'Immortel, c'est comme ça. Mais dans Stargate. Premier épisode là qui se Stargate, et on voit, ça fait clic, 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 et on voit le... Voilà. Selon le rapport de Gérard Deforges, le 23 mars 1998, le témoin numéro 1, M. D, consulte un ophtalmologiste suite à une irritation aux yeux. Le praticien aurait déclaré que le témoin aurait été brûlé aux yeux. En guise d'explication, M. D mentionne la proximité d'un appareil rayonnant à son travail. Le médecin lui aurait conseillé de ne plus s'y exposer et d'en avertir son patron. Le témoin lui aurait alors avoué qu'il ne travaillait plus et que la cause des rayonnements serait autre. Sa vision n'étant pas affectée, le spécialiste lui prescrit du collier à base de cortisone. Le 8 avril, le témoin obtient une attestation rédigée par l'ophtalmologiste à sa demande, mentionnant une kératoconjonctivite. En plus de ses symptômes physiques, M. D déclare avoir été assailli de pensées qui ne venaient pas de lui. Elles seraient survenues essentiellement le jour, comme des infos flash de télévision.
des flashs à caractère apocalyptique avec astéroïdes menaçant la Terre ou des questions scientifiques sur les tachyons. Pour lui, il serait possible que les entités de l'OVNI lui aient implanté une micropuce dans le cerveau. Le 20 avril 1998, il aurait percé avec sa femme une sorte de très gros furoncle à la hanche. Ils en auraient extrait un germe gros comme un grain de riz, sans suppuration. Dans un autre document, ce corps étranger est décrit comme une gélule gélatineuse qui serait partie directement à la poubelle, occasionnant la disparition des pensées flash, mais sans certitude. On pourrait comparer ça à une gélule blanche. Vous savez, ces médicaments qui fait à peu près 3 ou 4 mm de long sur 2 bons millimètres de diamètre. Il va dire qu'il va trouver que c'est quand même assez gros, même pour un furoncle. Et il va faire ce que font tous les gens qui subissent ce genre de choses. Enfin, pas tous, 98%, 99% des gens qui subissent ce genre de phénomène, il va le jeter. Pas de certitude, certes, mais pas de preuve non plus. Autre initiative du témoin, il se serait déplacé à Saint-Ouen-l'Aumône, commune de l'agglomération de Cergy-Pontoise, pour rencontrer des connaissances de Franck Fontaine. Selon le rapport de M. Deforges, M. D lui aurait déclaré que l'affaire Franck Fontaine l'avait beaucoup intéressé. Quelle est cette autre affaire? En 1979, l'affaire Franck Fontaine ou affaire de Cergy-Pontoise avait défrayé la chronique. Il s'agissait d'une prétendue disparition suite à un phénomène OVNI présumé. Nous allons donc assister en direct à une transe hypnotique au cours de laquelle Jean-Pierre Prévost va, comme il l'a fait de nombreuses reprises, raconter son aventure et peut-être préciser la nature de son contact. Un habitant d'une autre planète, hors de la galaxie. Une habitante d'une autre planète hors de la galaxie. Oui. Très bien. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Est-ce qu'il peut te dire ce qu'il fait? Plusieurs choses. Mais entre autres. D'abord, nous montrer que depuis des années, on est les moutons d'une science de faussaires. Nous donner les moyens de les rencontrer officiellement et non plus par hasard. Et nous tendre une perche pour éviter un non-retour de 83. L'un des témoins clés, Jean-Pierre Prévost, avoua en juin 1983 qu'il s'agissait d'un canular sur l'antenne de Radio Corrigan lors d'une émission animée par Jacques Rossignol. Je te repose la question. L'affaire de Cergy-Pontoise est-elle une réalité en ce qui concerne les faits racontés par toi-même? Bien sûr que non, de toute façon. Bien sûr que non. Si ça avait été une réalité, je n'aurais pas été là ce soir. Donc l'affaire de Cergy-Pontoise est une affaire entièrement montée, alors? Oui, c'est ça. Montée par qui? Par moi. Plus loin, Jean-Pierre Prévost ajoute qu'il s'agit d'une blague qui a pris des proportions qu'ils étaient loin d'imaginer. Lorsqu'il se serait rendu à Saint-Ouen-l'Aumône, M. D serait tombé sur le père de Franck Fontaine. S'il trouva la rencontre bien curieuse, il refusa d'en dire plus à Gérard Deforges. Qu'en penser? Là encore, aucune preuve de cette rencontre. Une rencontre capitale eut lieu le 6 février 1999 entre M. D et Jacques Vallée, figure internationale de l'ufologie accompagné de son épouse et de Gérard Deforges. Ils refirent le trajet, rencontrèrent M. K, l'homme à la Mercedes, et échangèrent téléphoniquement avec M. J.M., l'homme à l'Accentia. Dans son rapport, Gérard Deforges soumet une proposition de conclusion dans laquelle il rapporte que Jacques Vallée a aussi ressenti la sincérité de tous ces témoignages, leur évidente sincérité. L'autre affaire dans l'affaire, c'est le cas d'une fillette de 2 ans, fille d'un conseiller municipal et sujette à des terreurs nocturnes. Pour ce nouveau témoin, le phénomène OVNI du 10 janvier 1998 en serait la cause. Selon lui, sa fille est l'objet de terreurs si fortes qu'ils doivent rester à son chevet et elle refuse de jouer avec un jouet lumineux. Aujourd'hui, cette enfant est une jeune femme de 26 ans. Elle est revenue sur cet épisode sur la chaîne BTLV de Bob Balanca le 22 juin 2022. Est-ce que vous vous souvenez, vous, de cette période-là et de ce qui s'est passé? J'ai un souvenir. Je peux pas... J'ai l'interdiction en fait interne, je sens que j'ai pas le droit d'en parler. Ah bon? Oui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la sensation d'être en lien encore avec quelque chose qui vous interdit de parler de cela? Alors, je saurais pas l'expliquer.
C'est vrai que du coup, ma mère m'en a énormément parlé pendant très longtemps, en me demandant mais qu'est-ce qui te l'interdit, et je ne sais pas ce qui me l'interdit. Mais je sens qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui m'interdit d'en parler. C'est plus fort que vous, en fait, c'est ça? C'est plus fort. En fait, je peux parler de certaines choses, mais je ne peux pas dire ce que j'ai vu. C'est comme s'il y avait une instruction, c'est ça? Une sorte de... Oui, pour l'instant, je ne peux pas le faire. Et le petit jouet? Alors le jouet, c'était... donc effectivement, on a vu que c'était un robot. C'était une petite tortue de couleur rouge. Lorsqu'on appuyait sur certains endroits de la tortue, ça dégageait des couleurs. Ah oui, ben, je connais bien ces jouets. Ça dégageait des couleurs et des sons. Les sons, je ne m'en rappelle pas, donc je pense que c'est quelque chose qui ne m'a pas vraiment marqué ni traumatisé. En revanche, c'est plutôt les couleurs qui m'ont traumatisée. Et encore aujourd'hui, il y a des couleurs que je ne peux pas voir la nuit. Cynthia, vous êtes allée dans ce bois, vous avez une expérience dans ce bois. Qu'est-ce qui s'est passé? Récemment ou quand racontez-moi, parce que j'imagine que entre ces 2 ans et le moment où vous allez quitter Aravilliers, vous avez dû y retourner dans ce bois, et plusieurs fois. J'y suis retournée il y a peut-être un mois de ça. Ah. Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé quelque chose? On arrive vraiment au moment du début du bois. Donc ça fait un virage, on arrive à ce moment-là, et je me sentais vraiment pas bien. Je leur dis, on n'est vraiment pas seuls. Et à ce moment-là, on entend en fait quelque chose à côté de nous, donc je sais pas, peut-être à 5 ou 6 mètres, grand maximum de nous. Donc je peux pas expliquer ce que c'était. On l'a entendu, je l'ai entendu au départ, je me retourne vers mes amis pour voir si eux l'ont entendu également. Ils l'ont entendu, donc on a éteint nos lampes de poche. C'était quoi? Un bruit, un grognement, un truc? Un bruit, comme si... Un sifflement? Non, comme si quelqu'un courait, sans que ce soit une personne parce que c'était trop lourd, sans que ce soit un animal parce qu'on a entendu que c'était sur 2 pattes. Et ça faisait pas branche qui se casse ou branche qui se déplace ou quoi. Ça faisait vraiment des pas, mais très lourds, vraiment à côté de nous. Comme si le truc pesait 1 tonne, quoi, en fait, c'est ça? Vraiment très très lourd, oui. Et puis, donc on a attendu un tout petit peu, et en l'espace d'1 minute, vraiment un peu plus loin, on a entendu des chiens qui se sont mis à aboyer très très fort. Et là, je leur ai dit, il faut qu'on s'en aille tout de suite, parce que je sens que c'est pas bon, en fait. Et on est parti. On est parti. Ça me fait penser à Braji Belovac et les Dogman, etc. Parce que quand on a fait une émission avec quelqu'un qui a fait un bouquin sur les Bigfoot et les Dogman, et en fait, il a fait une grande enquête, qui est assez louable d'ailleurs, et il s'est aperçu qu'il y avait toujours un rapport avec l'ufologie, avec les ovnis, que quand il y a des apparitions de Dogman ou de Bigfoot, souvent, avant ou après, il y a des observations d'ovnis. Concernant le bois au-dessus du parking, les images ont été prises précisément sur les lieux lors de 2 après-midi à 3 semaines d'intervalle. Chaque tournage a duré entre 1h30 et 2h. Pas de bruit particulier, à part les cris de quelques bus variables, mais aucun pas lourd, pas de dogman, pas de sifflement en dehors des moteurs de quelques avions. Est-ce que vous, Cynthia, vous avez la sensation d'avoir je dis pas une part de responsabilité dans cette histoire, mais une part je sais pas, oui, pas de la responsabilité, mais en tout cas, vous avez été choisi comme étant peut-être le personnage central de cette histoire. Maintenant, si j'ai été choisie, si c'est le cas, j'en ai aucune idée. Ça me suit toujours. Pour Gérard Deforges, c'est évident, Cynthia est probablement la vraie cible du phénomène. Et c'est Pierre Guérin qui a eu l'intuition qu'en fait, il n'y avait qu'une personne vraiment ciblée par ce déploiement exotique. La petite fille de 3 ans, Cynthia. Au moment des faits, nous avons attaché peu d'importance à ce ressenti. Et pourtant, la suite des événements, sur le long terme, a pleinement confirmé cette vision des choses. J'ai demandé à Gérard Deforges de me mettre en contact avec une hypnothérapeute qu'il connaissait bien, avec qui il travaillait. Donc j'ai pris contact une première fois avec cette personne. Et puis cette personne a dit une phrase en fait qui m'a dérangée. Pas moi personnellement, mais j'ai senti un stop, où j'ai senti l'interdit. Et là j'ai demandé à cette personne qu'on arrête en fait,
qu'on ne commence même pas l'hypnose parce que c'était pas possible en fait. Ah. Sur l'hypnothérapeute, la question a été posée à Gérard Deforges. Oui, je suis toujours en contact avec Cynthia. Nous avons échangé des SMS hier. Oui, je lui avais conseillé un suivi par un thérapeute que m'avait conseillé Silvano Trotta. Je ne me souviens plus très bien. D'abord, sur le bruit du phénomène, nous avons 6 témoins, dont 3 décrivent des aspects différents. Le garde-chasse parle d'un bruit de quadriréacteur semblable à un 747 précédant le phénomène. Monsieur K, l'homme à la Mercedes qui attend sur le parking, parle de bruissement d'air. Sa vitre côté gauche était ouverte. Monsieur D, lui, ne mentionne aucun bruit perceptible. Autre curiosité, il est raisonnable de penser que les voisins du parking auraient pu être réveillés. D'ailleurs, se sont-ils manifestés? La question a été posée à Gérard Deforges. À propos du voisinage, je pense que vous êtes suffisamment informé pour savoir que lors de la manifestation de tels phénomènes, un certain nombre de personnes sont ciblées, alors que d'autres présentes sur les lieux ne perçoivent rien. C'est une situation banale. Rassurez-vous, je n'y comprends rien non plus. Dans ce dossier, un autre ufologue, Jean-Claude Venturini, a émis l'hypothèse que l'OVNI d'Aravilliers aurait survolé la base aérienne 921 de Taverny. Une hypothèse recevable si l'engin vole en ligne droite. S'il s'agit bien d'un engin sophistiqué, la littérature ufologique mentionne souvent leurs prouesses extraordinaires et atypiques en vol. Pourquoi aurait-il respecté une ligne droite? Depuis 1963, la base de Taverny est un site militaire de commandement des forces aériennes stratégiques nucléaires. Après la dissolution de la BA 921 en 2011, la base est depuis rattachée à la base aérienne 110 de Creil. J'ai téléphoné à la gendarmerie de Marine, à la tour de contrôle de l'aérodrome de Cormeilles-en-Vexin, à la gendarmerie de Pontoise, à celle d'Auvers-sur-Oise, à la mairie de Grisi, à celle de Aravilliers. Personne n'a rien vu, n'a entendu parler de quoi que ce soit, à ce que l'on m'a dit. Si, répétons-le, le phénomène est bien un objet physique, massif de plusieurs tonnes et de 45 mètres de diamètre selon les témoins, y a-t-il eu une alerte à la base de Taverny? À propos de Taverny, judicieuse remarque que la vôtre. Excellent exemple du silence des agneaux sur ce sujet, qui vous montre clairement les intentions réelles du CNES à propos de tout ce qui concerne la diffusion de la vérité sur cette question. Sur son blog, Patrice Seret a publié un article intitulé « La preuve en ufologie », dans lequel il souligne que le témoignage humain est faillible. La plupart du temps, un témoin restitue assez bien ce qu'il dit avoir vu, ce dont il se souvient, si le témoignage est recueilli avec une bonne méthode et le plus rapidement possible après l'observation. Rappelons que le premier témoin est entendu 2 mois après les faits. Plusieurs rencontres ont lieu ensuite, le 13 et le 21 mai, ce qui laisse le temps d'étoffer un témoignage. Et n'oublions pas la rencontre avec Jacques Vallée en février 1999, soit plus d'1 an après le phénomène. Patrice Seret ajoute « Cela implique aussi que l'enquêteur se doit de n'avoir aucune influence sur le témoin. Les questions fermées sont à bannir. » Justement, revenons sur l'interview de Monsieur D. Et vous étiez étendu à ce moment-là. Et vous avez l'impression que l'OVNI décollait et faisait un grand tour alors. On décollait, on bourrait. Vous avez vu les étoiles défiler par le hublot. C'était plus... Donc déjà... Attendez, je veux savoir... C'était le tunnel de NDE, si vous voulez. Alors attendez, je veux savoir, parce que vous êtes étendu. Comment est l'environnement autour de vous? Il n'y a pas de continuité. Vous passez ça et ensuite vous vous retrouvez sur la table avec une espèce de... Alors attendez, sur la table et autour de vous, vous arrivez à voir... J'ai vu que le plafond. Et vous étiez ligoté ou vous étiez simplement allongé sur la table? Je sais que j'étais comme ça. Mais vous arriviez à bouger la tête, puisque vous arriviez à voir ce qui se passait par le hublot? Les moments étaient tellement courts de reprise de conscience que, en fait, j'ai repris conscience 2-3 fois maximum, hein, mais c'était fugace. Hein. Et il m'a semblé, et ça sous toute réserve, qu'il y avait quelque chose de blanc derrière. Est-ce des bouteilles, est-ce des ailes? Je ne sais pas. Ou des réservoirs à oxygène? Ou des ailes repliées. Enfin, il venait jusqu'en bas du dos, non? Il était à côté. Donc c'est uniquement ici que j'ai aperçu deux proéminences blanches là. D'accord. Et après, ce coco est parti loin. Il y en avait 3 autres. Donc j'ai continué à regarder. Lui, je le voyais de dos. Il y en avait 2 de face et un sur le côté. Et alors quand vous voyez de dos, ça ressemblait à quoi? J'ai pas enregistré. Donc il y en avait 3 en tout alors? 4 en tout. 4. Idem sur l'interview de Cynthia chez BTLV. Est-ce que vous, Cynthia, vous avez la sensation d'avoir
je dis pas une part de responsabilité dans cette histoire, mais une part je sais pas, oui, pas de la responsabilité, mais en tout cas, vous avez été choisi comme étant peut-être le personnage central de cette histoire. Tu n'as jamais eu le sentiment qu'il y avait quelque chose dans ton corps, à un endroit qui pouvait être un peu curieux? Non, peut-être par rapport à ce que je sais. Il y a des choses en fait qui me viennent, je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais. Ah oui, ça c'est l'autre chose dont tu m'as parlé. Ouais. Alors moi j'appelle ça de l'intuition. Dont vous ne pouvez pas parler, c'est ça? Non, c'est autre chose, c'est une sorte d'intuition très forte. Enfin, je te laisse. Exacerbée en fait, c'est ça? C'est-à-dire que ça a développé chez vous une intuitivité forte? Pour certaines situations, oui. Alors, mais c'est pas son propos qui vous a empêché de faire l'hypnose, c'est que vous avez eu la sensation qu'on vous interdise de la faire, en fait. Oui. Ouais. Donc il y a une emprise quand même. Donc il y a une emprise quand même sur vous. Bah, je pense. Ah oui, quand même. J'imagine, en tout cas. Alors, qui influence qui? Lors de son interview sur BTLV, Cynthia évoque son intérêt soudain pour la civilisation sumérienne. Cette référence à la mythologie était déjà mentionnée dans le témoignage de Monsieur D. Par en dessous, j'ai vu que ça devait être un... Pourquoi qu'ils se mettent comme ça? Peut-être que c'est la puissance... Si vous allez au Louvre, vous savez, au Louvre, les antiquités sumériennes... Ouais, ça je connais par cœur. Oui, vous avez des petites statuettes dans les vitrines de ce type. C'est très curieux. Je sais pas si les Sumériens, chez les Égyptiens, pas chez les Sumériens. Non, pas chez les Égyptiens. Pas chez les Sumériens. Oh non, mais même... Si. C'est Babylone, tout ça. Mais c'est pas les Sumériens. Ouais, mais effectivement, il y a même les ailes déployées avec des trucs... Non, mais c'est ce qui me fait penser le plus à sa description, vous voyez? Par exemple, la dernière fois, je me suis intéressée aux langues sumériennes, alors que dans ma famille, personne ne s'est intéressé à ça. J'en ai parlé justement à Gérard Deforges, avec qui je suis toujours en contact. Il est vrai que nous y trouvons plusieurs divinités et démons ailés. Citons à titre d'exemple Inanna ou Ishtar en Mésopotamie, déesse de l'amour et de la guerre, Anzu, qualifié d'oiseau tempête, personnification des vents du sud et des nuages orageux, ou encore le démon Pazuzu. Le symbole des ailes présent dans les différentes mythologies peut désigner un messager ou souligner le caractère aérien des dieux du vent. Ainsi, le démon Pazuzu, célèbre dans la culture populaire par le film L'Exorciste, est désigné en Mésopotamie comme « roi des démons du vent et démon des vents froids de l'est de la Mésopotamie », une figure protectrice contre les vents pestilentiels de l'ouest dont il briserait les ailes, selon les inscriptions au dos d'une statuette datée du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Mais cette comparaison entre divinités antiques et visiteurs d'outre-espace nous renvoie, à nouveau, à la théorie des anciens astronautes. D'ailleurs, les liens entre croyances ovnis et récits de science-fiction ne sont pas rares. Ils ont fait l'objet de publications, dont celle de Bertrand Méheux en 1978 et 1992, et celle de Jean-Bruno Renard avec ses articles « Religion, science-fiction et extraterrestre, de la littérature à la croyance » et « Science-fiction et croyance ». Citons un extrait. Les amateurs de science-fiction sont significativement plus souvent témoins d'apparitions d'ovnis que les non-amateurs de science-fiction. Cela est corroboré par les recherches en psychologie de la perception de l'inexpliqué. Manuel Jiménez, en 1994, a montré que dans les témoignages d'ovnis, la précision de la description augmentait avec la précision de la dénomination. Autrement dit, après avoir vu un même phénomène étrange, un témoin qui parlera de lueur ou de boule de feu la décrira de manière vague, tandis qu'un autre témoin qui utilisera le terme ovni ou soucoupe volante sera enclin à fournir de nombreux détails sur les caractéristiques de l'objet. Quand le petit robot, la première fois dans le premier engin, parce que je voyais le plafond voûté qui était crème assez soutenu d'ailleurs, qui était à côté de moi à gauche, là, à gauche, et avec le casque qui dépassait où j'étais allongé, toujours été allongé. Avec son casque noir, dont j'ai la photo, enfin le dessin là, qui a regardé à gauche, à droite, s'est penché, et d'une voix métallique m'a dit « Trao, bao ». Dans le bulletin Les Mystères de l'Est numéro 5, publié en 1999 par le Comité Nord-Est des groupes ufologiques, le CNEGU, Raoul Robert revenait sur le fameux Tobro et qui partage des similitudes troublantes avec le robot d'un film de science-fiction de 1954 nommé Tobor. Tobor, bringing you chills you've never known before. Tobor, the most human outer space man ever seen on Earth. Be sure to see Tobor. Le message apocalyptique de Tobro est également mentionné dans ce bulletin.
Rappelons à l'époque les sorties du film Armageddon et en 1998 de Deep Impact qui partagent le même sujet, l'envoi d'une mission spatiale pour détruire des aérolithes menaçant la Terre. Il y a un tas de paradoxes aussi qui se traitent. Tobo, j'ai su 6 mois après, mois de juillet, oui c'est ça, j'ai acheté chez l'espace pour la première fois, à Jard, en Vendée. Et les deux Suisses là qui cherchaient les exoplanètes, c'est eux quand même, il y a Mayor et puis l'autre. Ils ont trouvé dans les 8 premières ou 6 premières, qu'est-ce que je vois? Tobo, j'ai ma femme, tiens, ne cherche pas. Voilà, c'est ce qu'il m'a raconté. Alors c'est à 49 années-lumière. Autre ressemblance étonnante, les panneaux lumineux et colorés décrits par le témoin principal et l'aspect détaillé de l'OVNI. Renaud Leclay a découvert, quant à lui, d'étranges similitudes entre le dessin du phénomène, page 29, et un hélicoptère muni de panneaux supportant des rangées de projecteurs utilisés dans une scène du film Independence Day. Sur les photogrammes, les lumières identiques sont disposées dans le même sens côté gauche et côté droit. Nous pouvons aussi penser au contact final de rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Les couleurs des rayons lumineux, vert, rouge et jaune, correspondent bien aussi à la signalisation aérienne terrienne. Les aérodromes proches ont été contactés, mais malgré la confirmation de la présence d'hélicoptères Bell 47, le survol possible, lui, n'a pas pu être confirmé. Effectivement, n'oublions pas la présence de l'aérodrome de Cergy-Pontoise, situé à 11 km du Ruel. Signalons enfin que l'immense vaisseau spatial d'Independence Day possède lui aussi une structure ronde centrale et que les faisceaux en dessous de la soucoupe sont assimilables aux faisceaux vus dans le film, comme dans la scène située juste avant la destruction d'un building. Autre point particulier, ce cas n'a pas fait l'objet d'un signalement auprès du CEPRA. Il est effectivement introuvable sur le site du GEPAN. Pour Gérard Deforges, la réponse est claire. La raison de leur non-communication au GEPAN est que tous savaient bien que le GEPAN est un organisme écran et que leur témoignage vers cet organisme n'aurait servi à rien. C'est que souvent les gens attendent autre chose du GEPAN. Oui. C'est pour ça que souvent que le GEPAN n'est pas compris. C'est parce qu'on attend qu'on détienne une vérité, ce qui n'est pas le cas. Donc on ne sait pas plus mieux que d'autres. En revanche, on est dans un domaine du spatial qu'on est capable de mieux analyser que d'autres et qu'on analyse. Mais toutes les observations ne concernent pas forcément des phénomènes spatiaux, des phénomènes connus. Et ce qu'il faut savoir, c'est dire qu'on ne sait pas à certains moments. Il y a quand même une bonne partie de personnes, sans parler des aspects croyances, mais des gens qui ont leur solution à eux. Et ils viennent pour qu'on confirme leur solution. Oui. Et donc, ils sont déçus parce qu'on ne désigne pas la même chose qu'eux. Et c'est là, je vous dis, c'est une de grosses difficultés. On est quand même sur des témoignages humains. C'est ça la difficulté du GEPAN. Et ben, on parle souvent de psychologie, on dit le GEPAN, oui, mais il dit que le témoin a des problèmes de psychologie. Pour l'instant, nous, la psychologie, c'est la psychologie des enquêteurs. Donc nous, ce n'est pas les témoins que je forme, mais c'est les enquêteurs. Et on n'envoie jamais un enquêteur nouveau avant 6 mois à peu près d'enquête distance pour s'assurer qu'il a compris notre méthode. Et après une formation, et cette formation elle nous est donnée par l'Université de Toulouse, donc c'est un professeur de l'Université de Toulouse et qui est en même temps du CNRS, qui donc a expérimenté, a mis en place une méthode qui est connue, qui s'appelle l'entretien cognitif, et cette méthode est une méthode vis-à-vis des enquêteurs et non pas vis-à-vis des témoins. C'est-à-dire que nous, on apprend à aider le témoin à se remettre en condition pour expliquer ce qu'il a vu. Non pas pour lui faire dire quelque chose, justement, on ne cherche pas à lui dire « mais au fait, c'était rond, ça ressemblait à une voiture ». Non, ce n'est pas des questions de s'y place, c'est plutôt de le remettre en condition. En gros, le but, c'est d'éviter que l'enquêteur lui-même influence. Tout à fait, tout à fait. À ma connaissance, il n'y a aucun cas où on a résolu une affaire et que ce serait extraterrestre, ou que ce serait secret défense, à ma connaissance. Il n'y en a aucun.
Donc il n'y a pas de secret défense non plus. Je peux vous dire, donc j'ai ouvert les portes à des journalistes qui ont vu dans nos sous-sols. J'ai rien de caché dans mes sous-sols, de secret défense, de preuves. Oui, mais parce qu'il y a un sous-sol en dessous du sous-sol, il est caché, c'est pour ça. D'accord, oui, j'ai oublié. Non, j'ai pas de base 51, j'ai pas de choses comme ça. Alors, que penser de l'affaire d'Aravilliers? Nous pouvons convenir que ce cas est une sorte de combo des figures récurrentes dans les récits ufologiques. Une rencontre de premier type avec des effets lumineux spectaculaires, un cas d'abduction et son implant supposé, des références aux anciens astronautes, des messages télépathiques, le complot OVNI où les agences gouvernementales nous cacheraient tout, et un message secret et mystérieux par une personne choisie. Est-ce un canular qui aurait dépassé les témoins? Les témoins ont-ils vu quelque chose? C'est possible, mais quoi exactement? Est-ce un problème de perception et d'interprétation? Effet Mandela? Faux souvenirs partagés collectivement? Ou, autre hypothèse, les hallucinations hypnagogiques ou hypnopompiques? Dans les troubles du sommeil, il est fait mention des cas de paralysie du sommeil, mais également d'hallucinations appelées hypnagogiques et hypnopompiques. Les premières surviennent lors de l'endormissement, les secondes en sortant du sommeil paradoxal. Citons l'article « Hallucinations hypnagogiques et paralysie du sommeil » publié en 2018 par le docteur Jean-Baptiste Marancy et le professeur Isabelle Arnulf du service des pathologies du sommeil de la Pitié-Salpêtrière. Ce sont des expériences hallucinatoires essentiellement visuelles, mais elles peuvent inclure des phénomènes auditifs, tactiles, cinétiques et plus rarement olfactifs ou gustatifs. Elles se produisent généralement avec une prise de conscience soudaine, sans souvenir d'un rêve précédent, et prennent souvent la forme d'images vives et complexes de personnes ou d'animaux, parfois déformés en forme ou en taille. Une patiente a vu en soirée des méduses vertes translucides et immobiles du côté de la fenêtre de sa chambre et a alerté ses voisins. Ces hallucinations peuvent rester présentes pendant de nombreuses minutes. En revanche, dans la narcolepsie, ce sentiment de présence silencieuse dans la pièce est souvent celui d'un intrus ou d'un cambrioleur, quelqu'un qui justement ne fait pas de bruit pour voler en cachette, ce qui est vécu comme effrayant. Plus loin, il mentionne une enquête téléphonique sur des populations anglaises, italiennes et allemandes. 13 057 personnes de plus de 15 ans furent interrogées. Résultat, 24,8% avaient des hallucinations hypnagogiques, 6,6% des hallucinations hypnopompiques, 58,2% sans aucune pathologie du sommeil, ni mentale, ni médicale, ni prise de substance. Ceci ne constitue qu'une hypothèse parmi d'autres. Le doute est toujours permis car, une fois de plus, cette affaire ne se base que sur des témoignages. Et la question de départ est toujours la même. Où sont les preuves? Pour Patrice Seret, c'est clair, la preuve ultime n'existe pas. Face à un phénomène complexe, faire preuve de méthode, de rigueur, de vérification et d'analyse des données reste fondamental. En fait, cette affaire dépendrait-elle de la méthode choisie? Avant de dire on fait de la science sur certaines choses, on accumule des données. Et le rôle qui a été donné au GEPAN, c'est accumuler des données, donc déjà écouter le témoin, prendre en compte, l'écrire, l'archiver, l'analyser, l'anonymiser parce qu'on veut en plus le mettre au grand public et essayer de classer pour montrer qu'on a avancé dans l'explication. Moi, je trouve que c'est déjà une première partie qui est intéressante. Et c'est vrai que certaines associations ou certains groupes peuvent dire que ça ne sert à rien parce qu'ils ne s'occupent pas des cas intéressants qui sont les cadets. De leur point de vue, je peux comprendre. C'est peut-être le cadet qui s'intéresse, mais qu'ils le fassent. Mais moi, je ne suis pas défini pour faire ça. Parce que c'est le problème éducatif. C'est un rôle d'éducation. Et quand je dis éducation, ça ne veut pas dire que les gens n'en ont pas. Moi, quand je n'étais pas dans le spatial, je ne connaissais rien au spatial. Et je ne connais rien, par exemple, je ne sais pas, à la météo, ou même grâce au GEPAN, si je connais beaucoup de choses, parce que c'est éclectique. Et c'est ça qui est intéressant au GEPAN. C'est qu'on touche à, pas connaître, mais on touche. Les conclusions, effectivement, on ne peut pas dire qu'on connaît complètement telle et telle chose, mais bon, on reste ouvert. Vous l'aurez compris, cette vidéo n'a pas la prétention d'apporter des réponses définitives sur le cas d'Aravilliers. Les questions restent donc ouvertes. Alors si vous souhaitez approfondir, soyez curieux et à vous de jouer.